Donc bonjour à tous, je voudrais remercier... Ah bah c'était là, voilà. Je vous remercie pour l'invitation. Donc je vais vous parler de la néphroprotection. Et malheureusement, je ne vais pas avoir de données spécifiques aux vascularites. En fait, l'important c'est vraiment d'intégrer ces données de néphroprotection. Pour les néphrologues, je ne vais sûrement pas leur apprendre énormément de choses. Peut-être aux autres collègues, il y a des éléments que je vais pouvoir vous apporter, qu'on pourra discuter. Le plus simple dans ces situations-là, c'est de prendre un cas clinique. Donc on va prendre un cas sans piège, quoique. C'est un monsieur de 66 ans qui est marié, qui a 2 enfants, qui fume, qui a une hypertension artérielle traitée par amlodipine. Voilà, il est un peu en surpoids. Et puis depuis 3 mois, il va moins bien. Il y a une altération de l'état général. Il a perdu du poids, il est anorexique. Il est hypertendu, il a des arthralgies, une dyspnée d'effort, une toux. Puis finalement, son médecin traitant l'adresse aux urgences. Il a un syndrome inflammatoire biologique. Et en fait, quand on reprend un petit peu les quelques bilans qui ont été faits, on voit qu'il dégrade rapidement sa fonction rénale. Il a une protéinurie, une hématurie microscopique, un scanner qui montre un syndrome interstitiel des micronodules bilatéraux, pas d'hémorragie intra-alvéolaire, et rapidement, on lui détecte des encas anti-MPO en IFI et en ELISA, et on retient le diagnostic de vascularité en cas avec une atteinte pulmonaire et rénale. Il est traité de façon, on va dire, assez consensuelle. On lui fait une biopsie rénale assez rapidement qui montre une magnifique rupture de la capsule de Bowman, décroissance cellulaire. Globalement, il a 20 glomérules à la biopsie, 12 glomérules avec des croissances cellulaires, 8 glomérules normaux, pas de glomérules scléreux, un petit peu de fibrose interstitielle, mais rien de très grave. Donc un malade plutôt qui présente une forme aiguë, une classe 2, de la classification de Berden. On va le traiter et donc il va plutôt évoluer favorablement, il ne va pas faire de complications infectieuses, il s'améliore au plan de l'état général, il va bien assez vite et il garde des encas positifs comme c'est souvent le cas. La fonction rénale néanmoins ne revient pas à des valeurs normales, il garde 145 micromoles par litre de créatinine, ce qui correspond à un DFG de 43 minutes, et il a une protéinurie persistante, une petite microhématurie qui oscille entre 10,3 et 10,4, on ne sait pas trop quoi en faire. Et donc à ce stade-là, on peut se demander qu'est-ce qu'on conclut. On peut conclure que sa maladie au plan extra-rénal est assez bien contrôlée. Au plan rénal, l'évolution, on s'attendrait peut-être à ce qu'il s'améliore un peu mieux, un peu plus, qu'il récupère une fonction rénale meilleure. En même temps, on n'a pas vraiment de critères pour penser qu'il ait une maladie rénale active. Donc c'est une situation un petit peu entre deux. Donc ça, je ne vais pas discuter davantage ce sujet-là. La vraie question, c'est est-ce qu'il est vraiment en rémission de son atteinte rénale ou pas. Et donc le premier principe de la néphroprotection, ça va être de mettre, à mon avis, en rémission la maladie qui est à l'origine de l'agression de l'atteinte rénale. L'atteinte rénale, quelle que soit la maladie causale, elle est extra-rénale souvent, dans l'insuffisance rénale aiguë. Et donc, la première étape pour protéger un rein, c'est de s'assurer que les lésions actives qui sont à l'origine de l'agression rénale soient bien mises en rémission. Ensuite, les principes de la néphroprotection, les principes généraux, ça va être le contrôle des facteurs de risque cardiovasculaire. Et le plus important, c'est celui qu'on apprend en premier, c'est le contrôle de l'hypertension artérielle, l'arrêt des facteurs de risques environnementaux qui peuvent impacter, qui peuvent faire progresser la maladie rénale, et notamment l'arrêt du tabac, et l'amélioration du profil métabolique. Et je vais vous montrer des données que vous connaissez probablement qui montrent un lien très important entre le niveau de protéinurie et puis l'évolution de la fonction rénale. Et globalement, plus basse est la protéinurie, mieux ce sera pour le devenir des reins sur le long terme. Le but des mesures de néphroprotection, ça va être d'éviter, ou en tout cas de retarder le plus possible l'évolution d'une agression rénale chronique, enfin d'une agression rénale initiale avec une insuffisance rénale chronique séquelaire, limiter son évolution vers l'insuffisance rénale terminale, mais aussi d'éviter ce qui va avec la maladie rénale chronique, éviter les complications cardiovasculaires.
Et donc, comme je vous le disais précédemment, dans les vascularites en cas, et globalement dans les vascularites en général, on n'a pas vraiment de données spécifiques de néphroprotection en fait. Les études s'intéressent à la maladie rénale chronique en général, la néphropathie diabétique et les autres maladies rénales. On va illustrer un petit peu ce que c'est que la néphroprotection par un graphique que vous connaissez probablement. Et donc là, j'ai représenté mon monsieur Z, là, que j'ai détaillé, dont j'ai détaillé l'histoire, qui finalement, après le traitement, est à 40-50 minutes de débit de filtration glomérulaire. Et on considère qu'il a gardé une maladie rénale chronique séquelaire. Et donc, ce malade, eh bien, si on émet l'hypothèse qu'il a une protéinurie, eh bien, on peut se dire qu'il va avoir une perte de débit de filtration glomérulaire entre 3 et 5 minutes par an. Donc on observe ça dans la maladie rénale chronique. C'est très dépendant de la cause à l'origine de la maladie rénale. Et donc si on suit cette courbe, eh bien, on voit que ce patient, ici vous avez le DFG, ici vous avez le temps en année, eh bien, vous voyez que ce malade il va arriver à un stade de 15 minutes de débit de filtration glomérulaire au bout de 7 ans, si l'évolution de la maladie est linéaire au cours du temps. Alors, dans les vascularites, on sait qu'il peut y avoir des poussées, donc il peut y avoir des accidents qui font que cette courbe elle se décale brutalement vers le bas. Qu'est-ce que les mesures de néphroprotection vont apporter ? Eh bien, les mesures de néphroprotection, elles vont permettre de ramener la courbe vers le haut, donc de diminuer la pente de la courbe et de faire en sorte que cela se traduise par un gain de temps d'évolution vers l'insuffisance rénale terminale. Et donc, sur cette représentation très schématique, eh bien, vous voyez que ce gain, il va se chiffrer en années, puisqu'on va passer d'un stade de dialyse à 7 ans à un stade d'arrivée en dialyse à 12 ans. Donc 5 ans, c'est quand même majeur chez nos patients. Ils ont en moyenne 65 ans au diagnostic. Donc, lorsque on leur fait gagner 5 ans, c'est beaucoup. Alors, revenons un petit peu aux patients qui ont une vascularite. Là, je me focalise plus sur les vascularites en cas. Il faut avoir en tête que nos malades, ils ont des facteurs de risque cardiovasculaire, donc des facteurs de risque aussi de faire progresser la maladie rénale chronique quand ils en gardent une. J'ai repris les données de Pierre Bataille. C'est une étude qui a été publiée l'année dernière, c'est des données issues du SNDS. Et vous voyez, quand on regarde les comorbidités de nos malades au diagnostic, ils en ont quand même pas mal. 10 à 15 à 20% des patients ont un diabète, d'autres ont déjà des complications cardiovasculaires, certains ont déjà une maladie rénale chronique au diagnostic de la vascularite. Donc d'emblée, on sait que chez nos malades, chez beaucoup d'entre eux, on va avoir des éléments à optimiser qui vont permettre de diminuer le risque cardiovasculaire et de diminuer la progression de la maladie rénale chronique. Et il faut avoir aussi à l'esprit que nos patients, ils vont décéder pour beaucoup de causes cardiovasculaires. Et lorsque l'on regarde les causes de décès chez ces patients, vous voyez que la cause cardiovasculaire est la plus fréquente. Et je vais vous illustrer cela par le lien entre la maladie rénale chronique et le risque cardiovasculaire. Vous verrez que c'est très important. Il y a une étude qui a été publiée récemment qui compile les données des études de Levas, qui retrouve bien comme facteur de risque de mortalité la présence d'une baisse du débit de filtration glomérulaire. Il y a un lien très fort dans les vascularites en cas entre le niveau de débit de filtration glomérulaire et le risque de mortalité qui est supérieur chez nos patients comparativement à la population générale. Donc, lorsque l'on passe la phase aiguë d'une vascularité en cas, la préservation du débit de filtration glomérulaire sur le long terme, c'est quelque chose de très important. Alors, ce lien entre le débit de filtration glomérulaire et le risque de décès et le risque cardiovasculaire, on peut l'analyser à partir d'études en fait de population. Ça, ce sont des données américaines, des données qui ont été publiées il y a déjà 20 ans. Mais vous voyez sur ces trois graphiques le lien entre le débit de filtration glomérulaire et le risque de décès toute cause, le risque de décès cardiovasculaire ou le risque d'hospitalisation. Et l'élément très important, c'est que ce risque, il augmente de façon exponentielle, surtout chez les malades qui ont
moins de 50 à 60 millilitres par minute de débit de filtration glomérulaire. Vous voyez l'augmentation exponentielle du risque de décès et du risque cardiovasculaire. Donc, faire en sorte que les patients n'atteignent pas ces niveaux de débit de filtration glomérulaire, c'est extrêmement important puisque nos malades, on va les suivre sur de nombreuses années. Donc optimiser les mesures de néphroprotection, ça va être très important pour retarder ce moment où ils vont être davantage à risque de faire ces complications. L'autre élément important qu'on connaît bien en néphrologie, c'est le rôle de la protéinurie. On simplifie les choses maintenant en s'intéressant au rapport albuminurie sur créatinurie, puisque lorsque l'on rajoute au débit de filtration glomérulaire le rapport albuminurie sur créatinurie, qu'on groupe les patients en fonction du taux d'albumine rapporté à la créatinine, vous voyez que le risque, il est d'autant plus important que les patients ont un ratio albuminurie sur créatininurie supérieur à 300 mg par gramme. Et en fait, 300 mg par gramme chez une patient qui ont développé une vascularite, que ce soit une vascularite en cas ou un autre type de vascularite, c'est assez fréquent d'avoir une protéinurie de ce niveau-là. Donc, ce lien est très fort et vous voyez que le risque de mortalité toute cause, le risque de mortalité cardiovasculaire, le risque d'insuffisance rénale terminale est nettement augmenté lorsqu'on se trouve dans la catégorie de patients qui gardent une protéinurie significative. Alors, nos recommandations internationales et nos guidelines, KDIGO, représentent ce risque d'évolution vers l'insuffisance rénale terminale en utilisant justement le débit de filtration glomérulaire des patients et leur rapport albumine sur créatinine. Et vous voyez que plus on se trouve vers le bas et vers la droite, plus le risque de progression vers l'insuffisance rénale terminale est élevé. Plus on part de bas, plus on risque d'arriver en bas, évidemment. Mais plus on a de protéinurie et plus on a de risque de se retrouver tôt en insuffisance rénale terminale. Il y a beaucoup d'études en termes de néphroprotection qui ont bien validé le fait qu'il fallait essayer d'obtenir une régression de la protéinurie et la classe thérapeutique qu'il faut utiliser en première intention, c'est les IEC et les ARA2, non seulement pour leurs effets néphroprotecteurs, mais également pour leurs effets cardioprotecteurs. Vous avez tous cela. On peut rappeler ces quelques études, enfin il y en a eu plusieurs, mais les principales études qui datent, vous voyez maintenant, d'il y a plus de 20 ans, c'est la fin du siècle dernier. J'en ai retrouvé j'en cite trois études de néphroprotection. Les sérins qui avaient été conduits chez des patients avec des néphropathies non diabétiques protéinuriques. Vous voyez que ces patients sous ramipril à contrôle tensionnel équivalent ont une diminution du risque d'évolution vers l'insuffisance rénale terminale. Alors c'est souvent des critères composites, mais qui est de l'ordre de 50%. Donc c'est déjà une avancée thérapeutique majeure pour la prévention de l'évolution vers l'insuffisance rénale terminale en termes de néphroprotection. Et puis des études faites également dans les néphropathies diabétiques avec des patients qui avaient des taux d'albumine supérieurs à 300 mg par jour, avec ici le losartan et puis ici l'irbesartan à contrôle tensionnel équivalent. On avait des réductions qui étaient de l'ordre de 15 à 20% du risque d'évolution d'insuffisance rénale terminale. Et vous voyez ici les délais, on est à 3-4 ans d'évolution. Donc on améliore le pronostic rénal de ces patients et ça passe clairement par la baisse de la protéinurie. Donc ça c'est important parce que on part de là en fait. On part de là pour que je puisse introduire un petit peu les nouveautés thérapeutiques dans la néphroprotection. On part de ces études-là et on considère que lorsqu'on a un patient à risque rénal, il est extrêmement important d'appliquer les mesures de néphroprotection de base, c'est-à-dire le contrôle tensionnel, l'utilisation des bloqueurs du système rénine-angiotensin-aldostérone. Et ensuite, effectivement, on peut envisager l'utilisation des nouvelles molécules. Ces nouvelles molécules, c'est donc les inhibiteurs
de SGLT2. Les inhibiteurs de SGLT2 eh bien, vont bloquer en fait le récepteur GLUT2 qui est exprimé au niveau du tube proximal de l'anse de Henle. Ça va induire une glycosurie. Et d'ailleurs, quand on est sous ces traitements, pour savoir si le patient les prend, il suffit de doser la glycosurie. Et donc, ça peut aider pour savoir, pour évaluer l'observance thérapeutique, faire une glycosurie sur échantillon. On est ainsi sûr que le patient prend son inhibiteur de SGLT2. Et en bloquant ce récepteur, eh bien, on va aussi induire une fuite sodée. Donc, ça va induire comme une insuffisance rénale ou plutôt une déplétion hydrosodée, une hypovolémie suite à cette déplétion sodée. Et ça va modifier l'hémodynamique intrarénale. Et la résultante, ça va être une diminution de la pression au niveau des glomérules, un petit peu comme ce que l'on fait aussi avec les IEC. Donc ça va s'ajouter à l'effet des IEC sur les contraintes qui se font sur la membrane basale glomérulaire. Et ça va avoir un effet protecteur au long terme sur les glomérules et les néphrons. À côté de ces effets hémodynamiques, eh bien, il y a d'autres effets suspectés de cette classe thérapeutique. Je liste ici, c'est un petit effet sur la pression artérielle, c'est un petit effet hypouricémiant, ça a probablement un effet anti-inflammatoire par des mécanismes complexes et pas complètement élucidés. Alors, on a eu pour la première fois de très grandes études de néphroprotection en néphrologie avec ces nouvelles molécules. Ces grandes études, elles sont au nombre de 3. C'est l'étude Crédence qui était la première. Ensuite, on a eu l'étude d'APA-CKD en 2020 et puis l'étude EMPA-Kidney en 2022. Vous voyez, toutes les 3 ont été publiées dans le New England Journal of Medicine. Alors, ce sont des études qui, sur les critères d'inclusion, sont différentes. L'étude Crédence ciblait les patients diabétiques essentiellement, tandis que l'étude d'APA-CKD ciblait les patients avec néphropathie diabétique et non diabétique, avec des critères d'inclusion dans ces études un petit peu différents en termes de débit de filtration glomérulaire à l'entrée à l'étude. Puis l'étude un petit peu plus récente, c'est l'étude EMPA-Kidney pour l'empagliflozine, où on avait des patients diabétiques et non diabétiques. Donc, dans cette étude, on est surtout sur une population de diabétiques. Dans les autres études, dans les 2 autres études, on avait des patients qui avaient des atteintes rénales liées au diabète et pour la moitié dans l'APA-CKD et non liées au diabète pour l'autre moitié. Et donc, vous voyez qu'il y avait des critères d'exclusion et notamment les néphropathies inflammatoires, néphropathie du pic, vascularité en cas, polykystose étaient exclus de cette étude. Donc on n'a pas de données chez nos patients atteints de vascularite. Les critères d'évaluation étaient un peu différents selon les études, mais globalement c'était des critères de diminution du débit de filtration glomérulaire, d'évolution vers l'insuffisance rénale terminale et de décès d'origine cardiovasculaire et rénale. Le point commun de ces études, c'est qu'elles ont toutes été arrêtées prématurément pour efficacité. Donc des éléments concordants dans ces 3 études de supériorité du traitement qui a été du traitement expérimental. Voici les résultats de chacune de ces études. Là, j'ai détaillé les critères de jugement primaires puis les secondaires qui étaient souvent des critères cardiologiques. On a observé une diminution de ces critères de l'ordre de 30 à 50% sur le risque de multiplication par 2 de la créatinine et d'évolution vers l'insuffisance rénale terminale. Vous voyez que dans l'étude EMPA-Kidney, le critère primaire était mixte. Il y avait également les décès d'origine cardiovasculaire. Dans les critères secondaires, vous voyez que dans l'étude Crédence, on avait également une amélioration du risque des décès par mécanisme cardiovasculaire ou les complications cardiovasculaires, une diminution aussi du risque d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque ou décès d'origine cardiovasculaire. Donc vraiment une amélioration du pronostic de nos patients, autant au plan néphrologique qu'au plan cardiovasculaire. Et si on revient à notre population de patients atteints de vascularite, eh bien,
le versant cardiovasculaire et le versant rénal sont des facteurs de risque de mortalité extrêmement puissants. Alors ces traitements, lorsqu'on les initie, alors j'ai pris ici les données de l'étude d'APA C-Calais, eh bien vous voyez qu'à l'initiation de la glyphosine, eh bien on a une diminution du débit de filtration glomérulaire, donc une augmentation de la créatinine. On a la même chose avec les IEC. Et puis vous voyez ici que le débit de filtration glomérulaire reste beaucoup plus stable chez ces patients comparativement au groupe placebo. La différence, vous voyez, elle paraît faible, mais en fait elle est assez importante lorsque l'on l'extrapole dans le temps. C'est de l'ordre de 1 millilitre à 1,5 millilitre par an de gain. Et donc par rapport à ce que l'on observe sous IEC, c'est plus puissant. Alors là, je ne sais pas ce qui se passe. C'est la seule diapositive spécifique dans les vascularites et elle ne passe pas. Je suis désolé. Tout ça pour vous dire que ce petit papier qui a été publié dans ARD, qui est en fait une lettre recherche, montre que SGLT2 est bien exprimé dans le rein des patients atteints de vascularité ANCA et de lupus. Donc on a tout lieu de penser que ces nouvelles molécules qui arrivent en plus des IEC, eh bien, auront une efficacité également chez ces patients. Donc, quels effets on attend de cette nouvelle classe thérapeutique et quelles sont les bonnes mesures d'utilisation? Alors, l'utilisation, elle se fait on the top of tout le reste, et notamment après l'institution des IEC et des ARA2. Ce que l'on en attend, c'est un gain de 1 à 1,5 ml de DFG, donc une perte de 1 à 1,5 ml de moins de DFG par an. Et donc, dans les études, c'était associé à une diminution de 30 à 50% du risque d'insuffisance rénale terminale à 2-3 ans. On a une baisse de la protéinurie sous ces traitements de l'ordre de 30%. On peut avoir des petits épisodes d'insuffisance rénale aiguë, qu'il faut tolérer, un petit peu comme avec les IEC. Donc il faut les accepter dans une certaine mesure. On dit qu'on accepte une augmentation de 20 à 30% du taux de créatinine. Il faut savoir parfois adapter les autres traitements que le patient prend. Donc quand on initie une glyphosine, si le patient a des diurétiques, peut-être on peut baisser un petit peu la dose de diurétique s'il est normo-hydraté. Et puis, on n'initie pas ces traitements-là tous en même temps. Ça, c'est très important. On est sur des mesures de néphroprotection sur le long terme. Donc, on va faire les choses dans l'ordre, initier les IEC et ensuite initier la glyphosine. On a un faible risque d'hypoglycémie, un risque d'acidocétose euglycémique qui a été souligné, mais finalement, c'est un risque assez faible, on va dire, et qui ne se voit pas chez le non-diabétique, en fait. Et un risque infectieux qui est également assez modéré chez le patient non-diabétique. Et l'autre point important du quotidien, de la pratique, en situation aiguë, on l'arrête. On l'arrête, et puis on gère la situation aiguë. Ça, c'est extrêmement important. Un petit point sur le tabac. Le tabac, c'est pas bon. Il faut l'arrêter. Ça, c'est des données issues de l'étude CRIC, qui est une cohorte prospective américaine. Et donc, vous voyez que la poursuite du tabac multiplie en fait par 2 le risque de progresser sa maladie rénale chronique, alors que, c'est la cohorte CRIC, alors que le fait de prendre un petit peu d'alcool, j'imagine, protège plutôt un peu les reins. Bon. C'est des statistiques pas ajustées, sans sens d'ajustement, donc je n'irai pas plus loin dans la discussion. Pour les non-néphrologues, il y a un outil qui peut vous aider. Alors, je pense que ce n'est pas un outil qu'on va aller chercher à chaque fois, mais pour palper un petit peu l'effet de ces mesures de néphroprotection, je vous invite à aller sur le site internet, là,
qui permet d'avoir accès au KFRE, qui est un calculateur de risque d'insuffisance rénale terminale, qui a été validé dans une cohorte américaine, qui a ensuite été validée sur des populations européennes. Et donc ça permet de calculer chez un patient qui a une maladie rénale chronique le risque d'évoluer vers l'insuffisance rénale terminale. Donc en gros, ce qu'on va rentrer dans ce calculateur, c'est l'âge du patient, le sexe, son origine ethnique, son débit de filtration glomérulaire et le fameux rapport albumine sur créatinurie. À partir de là, le calculateur, il va vous résumer ce que vous avez rentré. Donc là, j'ai pris notre malade. Donc il est stade 3 de la maladie rénale chronique, il a un risque modéré, il a une altération modérée du débit de filtration glomérulaire. Et donc ce que vous dit le calculateur, là, c'est que son risque d'insuffisance rénale terminale à 2 ans, il est à 1,91, c'est pas trop élevé, mais à 5 ans quand même, il est à 7,2%, ce qui est déjà un risque intermédiaire. Donc notre malade, il a 64 ans, je crois, donc plus 5, 69 ans. Si on peut lui éviter la dialyse à 70 ans, ce serait quand même sympathique. Eh bien, ce calculateur, en compilant des tas de données, vous montre un petit peu, de façon théorique bien évidemment, ce que va vous apporter les mesures de néphroprotection. Et donc, il va vous dire, voilà, vous ne faites rien, donc c'est 7,22%. Par contre, si vous contrôlez la pression artérielle de ce patient, vous allez ralentir l'évolution de sa maladie rénale chronique. Donc là, vous voyez, ça fait quand même, je ne sais pas, ça fait, on passe de 7,22 à 5,7%. Si en plus vous ajoutez un inhibiteur d'enzyme de conversion ou un sartan, vous passez à 5%, voilà, de 7,22 à 5%, donc voilà. Et puis si vous rajoutez l'inhibiteur de SGLT2, vous passez à moins de 4%. Donc là déjà vous voyez l'apport de l'inhibiteur de SGLT2 en plus de l'IEC. Donc c'est vraiment une diminution de risque majeur. Donc ça c'est ma diapo de conclusion. Je pense que j'ai tenu à peu près le temps. Il n'y a pas d'études spécifiques de néphroprotection dans les vasculaires. Notre travail est un peu simple de ce côté-là pour moi, hélas, mais il y aura sûrement des études prochainement. Donc, finalement, on se positionne ici chez le malade qui a une vascularite et qui garde un certain degré de maladie rénale, qui a une maladie rénale chronique. Et donc, il faut vraiment optimiser la prise en charge. Les bases, c'est le contrôle de la pression artérielle, le régime appauvri en sel, un objectif de tension de moins 13,8, la diminution de la protéinurie en utilisant les IEC, les ARA2, s'il est diabétique, le bon contrôle du diabète, le contrôle des facteurs de risque cardiovasculaire, l'arrêt du tabac, l'exercice, et puis ce qui est notre quotidien, éviter l'exposition aux facteurs de néphrotoxicité aiguë, l'injection d'iode pas indispensable, le médicament néphrotoxique, l'adaptation des doses des traitements à la fonction rénale s'il y a une insuffisance rénale. Et puis la grande nouveauté pour nous, la révolution plutôt, c'est dans la maladie rénale chronique, l'arrivée de cette classe thérapeutique. Et il y a d'autres classes thérapeutiques qui vont probablement s'ajouter à celle-ci, qui vont améliorer le pronostic de nos malades. Et ça prend tout son sens, on va dire, à la phase chronique des patients atteints de vascularite. Je vous remercie.